Bonjour tout le monde. Merci d'être là, c'est un plaisir de partager avec vous cette thématique qui me tient à cœur, la transformation numérique et marketing. Bien, on a déjà un petit peu les trois premières grappes qui sont dans le titre. La transformation numérique, on en entend parler tous les jours à toutes les sauces. Le marketing sur toutes les lèvres, à toutes les sauces également. Et l'expérience humaine, on en entend parler beaucoup aussi quotidiennement. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous parler de la transformation digitale, mais au cœur de quoi? Eh bien, je voudrais que vous envisagiez la transformation digitale au cœur de votre cerveau, pour commencer tout d'abord. Au cœur de votre cerveau, parce que j'aimerais que vous ayez ça en tête au quotidien. La transformation digitale également au cœur de votre cœur, pour que vous y pensiez très souvent et surtout vous soyez connecté aux émotions que vous pouvez rencontrer dans les différents parcours de transformation digitale qui sont mis en place, et aussi pour pouvoir vous connecter aux émotions de vos prospects, aux émotions de vos collaborateurs, aux émotions des équipes avec lesquelles vous allez travailler. 3 volets, la transformation digitale au cœur des esprits, la transformation digitale au cœur du cœur, et la transformation digitale vers quoi? Eh bien, surtout vers des développements d'entreprise, vers une progression d'entreprise. Alors, pour ce faire, c'est le mois de décembre. Le papier reste un format encore incontournable à l'heure du digital. J'aimerais bien vous raconter une petite histoire, si vous le voulez bien. La petite histoire raconte ceci. C'est court, il manquerait, imaginez une petite musique de Noël et on va se mettre dans l'ambiance. Il était une fois une entreprise qui se posait des questions sur son avenir. Elle se sentait menacée par un monde auquel elle ne comprenait plus grand-chose. Un monde plein de nouveaux concurrents, plus innovants, de consommateurs exigeants et insaisissables, et d'employés au comportement étrange. Alors, cette entreprise fit sa transformation digitale, et elle vécut heureuse avec plein de petits clients pour toujours. C'est un scénario assez incroyable. Et là, vous devez certainement tous vous dire « Mais oui, bien sûr », et c'est la marmotte qui met les chocolats dans l'aluminium ou l'aluminium autour du chocolat. Évidemment, les choses ont bien évolué. Et il est déjà loin le temps où une entreprise peut considérer que la transition digitale, c'est simplement numériser ses services, c'est simplement avoir un beau site internet et penser qu'avec ça, on a réussi sa transformation digitale. Les entreprises qui pensent encore ça aujourd'hui, je pense qu'elles se trompent considérablement de diagnostic et font les choses un petit peu à l'envers. Pourquoi? Parce que si l'on considère la transformation digitale en prenant uniquement le marketing et la transformation comme des outils, on passe à côté de tout un panel de choses qui ne va pas nous permettre après de pouvoir implanter des opérations de manière efficace. Alors un constat aujourd'hui, ce n'est pas moi, petit consultant qui en parle, c'est Gwen Morrison, rien à voir avec Jim, qui est CEO d'une branche retail internationale qui s'appelle The Store pour une agence publicitaire mondiale et qui de nouveau reprend un constat qu'on entend dans les journaux tous les jours. Nous avons assisté à une véritable révolution ces 10 dernières années. Effectivement, si on reprend un petit peu les entreprises qui caracolaient dans le top de leur capitalisation, ça faisait beaucoup il fallait les remettre dans l'ordre. Eh bien, le paysage économique a totalement changé. La transformation numérique redessine la place de l'humain dans les entreprises, nous dit-elle. Toutes les tâches automatisables sont en passe de l'être. Et je trouve que c'est un constat assez réaliste. Et c'est prendre aussi la transformation digitale dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, je trouve que le constat est assez clair. Et ça permet aussi de ne pas le prendre par le biais de la peur en restant sur la deuxième partie de la phrase en disant toutes les tâches automatisables sont en passe de l'être et on rentre dans le débat de la perte des emplois et on va forcément voir le problème de manière tout autre. Alors à gauche, on est ici en 2006, les fameuses entreprises qui caracolaient
dans le top de leur capitalisation. C'est plus facile quand il est écrit. On a évidemment en bleu ici, entreprise technologie. On n'a pas grand-chose. On avait évidemment les compagnies pétrolières. On se retrouve 10 années plus tard, on retrouve les fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook. Ici, toute la partie des technologies à droite qui sont maintenant un petit peu les maîtres du monde. Est-ce qu'ils seront toujours les maîtres du monde dans une dizaine d'années? Je me pose véritablement la question et je me demande si justement, dans tout le changement dont on parle, dans toute l'innovation dont on parle, si ces boîtes ne vont pas basculer un petit peu à gauche dans une dizaine d'années et qu'on se retrouvera en tête des charts avec des entreprises chinoises, Alibaba, Tencent, qui sont vraiment en train de prendre en tout cas des positions dans l'économie européenne assez incroyables. Alors petite pause pour m'initier l'élève, pardon. Un autre constat aujourd'hui, un petit peu plus terre à terre, et une première question pour vous, dans quelle colonne souhaiteriez-vous positionner votre entreprise ou votre projet d'entrepreneur? Vous vous rappelez encore de ça? Donc une vidéothèque, elle existe toujours, elle est toujours en activité à Bruxelles. Toujours en activité parce que je pense qu'il a su tellement fédérer une communauté assez incroyable que la communauté n'a pas voulu que la vidéothèque ferme et est toujours très nostalgique à aller chercher ces formats. Et puis évidemment, cette vidéothèque est en train de se faire grappiller ces dernières petites parts de marché avec Netflix. Si je vous posais la question, dans quelle colonne souhaiteriez-vous être, à gauche ou à droite? Au milieu? Les réponses vont évidemment évoluer en fonction du parcours et de l'état de l'entreprise dans laquelle vous êtes. En tout cas, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde ici à droite avec une manière de positionner des services, une manière de positionner une expérience client qui va être complètement différente. Et on va voir un petit peu au fur et à mesure comment la transformation digitale s'est imposée et est clairement le modèle de réussite de cette entreprise. Alors, il y a encore quelques années, dans le retail, on avait d'une part les commerces qui étaient principalement branchés uniquement sur une politique de prix, et puis des commerces qui étaient branchés sur une politique d'expérience. C'était soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, la transformation digitale, elle opère dans tous les secteurs d'activité et dans tous les domaines. Assez incroyable de voir ici Lidl, on n'est plus du tout dans le commerce hard discount. D'ailleurs, quand vous regardez un petit peu la politique des hard discounters, ils essayent complètement de sortir de cette image. Le cheap n'existe plus, le prix bas existe toujours, mais le cheap n'existe plus. On le voit vraiment ici avec un espèce de, je ne connais plus le mot qui définit la structure, un espèce de cash and collect, ou click and collect, voilà, quelque chose comme ça, qui permet à tous les utilisateurs de pouvoir faire leurs commandes. Marc parlait justement d'environnement phygital, de pouvoir faire les commandes sur le site de Lidl.be, toute une gamme d'articles qui ne se retrouveront pas en magasin, mais que je pourrais retrouver à 1 km, 2 km peut-être de mon habitation pour aller rechercher toute une série de produits, toute une série d'offres complémentaires à ce que je ne trouverais pas dans le magasin. Et la possibilité aussi, avec des partenaires comme QB, comme La Poste, de pouvoir recevoir toute une série d'offres promotionnelles qui me permettront aussi d'avoir un avantage en tant que moi consommateur pour aller faire mes courses dans le point de vente. Aldi, ici à droite, qui a complètement aussi modifié sa politique et son parcours client en créant évidemment une expérience utilisateur beaucoup plus aménagée. Et donc les produits blancs, les produits de marque, les produits qu'on peut qualifier de hard discount, le mot existe toujours en tout cas, disparaissent de plus en plus. Le cheap n'existe plus, le prix bas existe. On voit que l'expérience utilisateur s'applique vraiment à tous les domaines d'activité, à tous les concepts, à tous les projets. Oui. Ils se repositionnent ou alors c'est juste la manière de communiquer qui a changé? C'est-à-dire, est-ce que dans le futur, on peut s'attendre à ce qu'un hard discounter reprenne la place qu'eux vont laisser? Ou c'est juste le mot cheap qui disparaît en termes de communication? Non, je pense que c'est véritablement l'expérience utilisateur. On n'est plus sur une communication produit, on est véritablement sur une communication, sur une expérience qui est proposée dans la manière aussi d'interpréter un point de vente de manière différente.
Et alors après, dans leur économie, je ne sais pas comment, quelle est la maison mère qui va vouloir évoluer, mais je pense que les nouvelles implémentations sur leur point de vente vont se faire donc, entre 400 et 500 Aldi en Belgique. Donc ça va vraiment être la stratégie nouvelle de pouvoir proposer non seulement des produits à bas coût, à bas prix, avec en plus l'expérience qui va avec. Et donc d'attirer d'autres typologies de clients, d'attirer d'autres manières de faire, et même des fois des personnes ayant un pouvoir d'achat plus important qui vont se sentir plus légitimes à aller faire leurs courses chez un hard discounter parce que justement, il va avoir l'impression que la marque met en place aussi des choses pour l'attirer. Voilà. On le voit très souvent quand on est par exemple dans les Lidl, dans les hard discounters en province du Luxembourg, on a énormément de personnes, une clientèle type luxembourgeoise qui a un pouvoir d'achat beaucoup plus haute, mais qui pour toute une série de gammes et de produits va aller faire ses courses chez Lidl, alors qu'il y a quelques années c'était un petit peu mal vu. Alors, je ne vais pas vous refaire le speech que Laurence a très très bien expliqué tantôt, mais c'est de nouveau la transformation digitale au cœur de votre cœur, ressentir les émotions, la transformation digitale dans votre cerveau au quotidien pour vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre et aussi envisager des meilleures relations avec ce collaborateur, c'est surtout connaître les typologies de clients à qui vous vous adressez, connaître le besoin en information de vos cibles. Quels sont les centres d'intérêt de vos cibles? Évidemment, la génération Z ne va pas avoir la même expérience shopping qu'un baby boomer. Et donc, j'aime pas trop, justement, quand on rentre dans ce côté silo pour les générations, parce que j'ai encore lu un article hier qui, justement, décryptait un petit peu le fait que la génération Z était vraiment tous les élans, tous les bienfaits qu'elle impactait dans l'expérience shopping. Et donc, ces 4 que j'ai retenus, elle est très connectée, elle est ultra connectée, très créative, confiante, collaborative. Et puis, il y a également aussi tous les enjeux environnementaux, tous les enjeux de durabilité, tous les enjeux économiques. Elle veut consommer local, elle veut consommer bio, par exemple. Ça reste des clichés, mais c'est important de comprendre ses besoins en information, quels sont ses centres d'intérêt prioritaires, quels sont ses centres d'intérêt secondaires. Et ça va me permettre, moi, retailer, de pouvoir en tout cas adresser des offres promotionnelle, adresser des messages, adresser une communication dans laquelle elle va se reconnaître à la fois sur le digital et à la fois sur le point de vente. Changing while we are still opening, c'est toujours notre ami Gwen Morrison qui a véritablement bien mis le doigt aussi sur le fait que le gros challenge des retailers aujourd'hui, c'est à la fois de pouvoir travailler sur toutes les opérations quotidiennes à mettre en place, travailler non seulement un petit peu sur du prédictif. Et très souvent, le prédictif, ça ne va pas très très loin, ça va jusqu'à la semaine suivante, éventuellement jusqu'au mois suivant. On a des tableurs, on a des process dans tous les sens. Et c'est très difficile de pouvoir garder justement la tête un petit peu haute pour pouvoir se dire, mon entreprise, dans 5 ans, quel est le cap que je vais pouvoir lui donner, tenant compte de tous ces changements, tenant compte de toutes ces évolutions. Et je pense que le gros challenge que les retailers auxquels ils doivent faire face aujourd'hui, c'est justement de garder des marges de rentabilité hebdomadaires tout en devant prédire un petit peu le futur en ayant des choses à pouvoir sortir en temps voulu ou lorsque par exemple un concurrent va effectuer des opérations plus agressives, il va falloir pouvoir réagir. Si on n'a pas pensé à ça, ça va être plus difficile. Alors le modèle 70-20-10 de chez Google, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Très très utilisé justement en innovation, très utilisé par les entreprises où si on parle du budget, 70% du budget va vraiment être initié, va vraiment être dépensé sur le core business de l'entreprise. 20% sur des initiatives extérieures, sur des initiatives complémentaires et 10% sur de l'innovation des fois à perte, mais sur de l'innovation qui va permettre les tests et essais et qui va permettre en tout cas d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, pas toujours dans son domaine d'activité justement, pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir comprendre aussi de nouveau ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que dans une gestion de projet, dans une gestion d'équipe, ça peut être aussi un modèle intéressant de revenir sur 70% sur les process, aller voir à 20% un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et des fois
aussi, avoir des managers, avoir des personnes qui peuvent endorser 10%, de sortir l'équipe de la zone de confort pour pouvoir un petit peu déjà voir comment on réagit et puis pour pouvoir aussi se servir de l'énergie des collaborateurs pour pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouveaux retours, de nouveaux besoins en information. L'objectif dans tout ça étant de se réinventer et de pouvoir prendre le train de la transformation digitale du mieux possible. Alors une autre citation de Gwen Morrison qui nous dit que la technologie renforce l'importance du capital humain. Je trouve ça fort intéressant dans le sens où le constat aujourd'hui, c'est que toutes les choses que vous avez apprises à l'école dans les années 70, dans les années 80, toutes les choses que vous continuez d'apprendre et toutes les opérations mathématiques vont être aujourd'hui et demain remplacées par les machines. C'est une réalité auquel, de nouveau, moi j'ai envie d'embrasser la transformation digitale. Ça ne me fait pas peur parce que je pense qu'il faut vivre avec son époque. Mais par contre, ça va davantage responsabiliser les collaborateurs dans leurs tâches et ça va permettre aussi aux espaces commerciaux, à la dynamique économique de pouvoir responsabiliser ses collaborateurs, les individus qui en font partie, donc l'organisation en elle-même, et ça je trouve ça vraiment intéressant. Quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est pour le côté événementiel, je me retrouve souvent dans les aéroports, pas pour y prendre l'avion malheureusement, j'aimerais bien plus souvent, mais je suis souvent dans les aéroports et c'est assez incroyable la transformation digitale qui est opérée dans un aéroport quand on voit les flux qui y passent, les flux qui y sortent, c'est assez incroyable. Non seulement la transformation digitale, elle a commencé comment ? Quand on pouvait sur internet faire la réservation de son billet et puis pouvoir télécharger le billet sur son smartphone et puis utiliser des applications qui vont permettre aux voyageurs d'avancer dans son expérience, dans son parcours de voyage. J'aime beaucoup Cédric Laurier qui est le PDG de Vinci Airport en Italie et qui nous dit que l'aéroport est un lieu de vie où l'on accompagne des parents, des proches, un lieu qu'il s'agit de rendre plus humain tout en s'appuyant sur le meilleur de la technologie numérique. On prend un petit peu le problème dans l'autre sens. Ce n'est pas les outils qui sont abordés en premier, mais c'est vraiment comment on va pouvoir rendre un aéroport plus humain, effectivement en s'appuyant sur le digital comme outil. Je trouve ça fort de sens et une approche beaucoup plus humanisée. Alors vous allez me dire, oui, mais la transformation digitale, c'est bien d'y penser, c'est bien de l'avoir en tête, c'est bien de l'avoir dans son cerveau, c'est bien de se connecter aux émotions de ses prospects, c'est bien tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? La transformation, dans le mot transformation digitale, eh bien, il y a quand même le mot digital. Et là, je vais vous proposer 2-3 outils qui étaient peut-être des outils encore à l'époque beaucoup moins, on va dire peut-être beaucoup plus chers et qui aujourd'hui sont à la portée de tous, qu'on soit indépendant, qu'on ait une TPE ou qu'on ait une organisation un peu plus importante. Yves Rocher, qui travaille depuis très très longtemps son capital humain dans ses points de vente, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont utilisateurs ou qui aiment bien aller chez Yves Rocher, en tout cas, on peut dire qu'Yves Rocher a bien réussi sa transformation digitale. Ils ont fait un partenariat assez énorme avec HotSuite. Vous connaissez HotSuite ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas HotSuite, c'est une plateforme de management de réseaux sociaux. C'est vraiment un petit peu la plateforme qui va me permettre de monitorer tous mes messages de communication, toutes mes offres promotionnelles sur l'espace digital au sein d'une même plateforme. Je vais pouvoir aussi, avec HotSuite, pouvoir monitorer la programmation de mes posts, je vais pouvoir monitorer les retours, je vais avoir des outils analytics qui vont me permettre de me rendre compte de quels sont les posts qui ont eu le plus de portée, de pouvoir remonter des analyses assez précises sur base des échanges qui auront été créés. Et donc, Yves Rocher avait 2 objectifs, gagner plus de visibilité et recueillir des informations sur les médias sociaux et amplifier son ADN, son héritage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une belle manière aussi de travailler l'objectif principal des réseaux sociaux qui reste l'interactivité, qui reste l'intégration du client. Et encore aujourd'hui, énormément d'entreprises se positionnent dans un calendrier éditorial, dans des posts qui sont magnifiquement beaux, qui sont magnifiquement esthétiques, avec des superbes émoticônes, des superbes commentaires, qui créent énormément de likes, mais par contre très très peu d'engagement. Et aujourd'hui, on le sait dans les réseaux sociaux, le fait d'avoir beaucoup de likes, non seulement je ne vais pas pouvoir l'interpréter, je ne vais pas pouvoir le mesurer,
Je ne sais pas ce que veut dire un like. Est-ce que c'est j'aime le produit, j'aime le commentaire, j'aime l'esthétique de la publicité. Sans engagement, on ne peut pas après pouvoir planifier des actions qui vont être concrètes et qui vont être en tout cas beaucoup plus porteuses. Alors, au-dessus, il y en a d'autres. Vous avez Buffer notamment, pour ceux qui veulent commencer de manière encore beaucoup plus légère, beaucoup plus light. Buffer, ça vous permet de faire sur toute une série de posts de manière gratuite. L'outil est gratuit et vous allez pouvoir monitorer la communication de vos entreprises sur 3 ou 4 canaux. Donc, c'est fort intéressant. Donc, Yves Rocher, un outil de gestion quotidien du community management. C'est ce que j'ai expliqué avant. Et puis, l'étape très très importante qui est l'écoute et la veille concurrentielle qui va vraiment permettre de pouvoir travailler la réputation en ligne de la marque, pouvoir aussi connaître un petit peu les produits qui vont avoir le plus d'intérêt, voir également, on peut monitorer aussi la plateforme sur des concurrents, donc c'est fort intéressant. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment la principale que j'ai voulu soumettre. Il y a Talkwalker aussi qui permet vraiment de faire de l'analyse concurrentielle de manière très précise. Et donc aussi l'outil, ce qu'il permet de faire, c'est détecter des crises potentielles lorsque par exemple un conflit peut émaner de la part d'un utilisateur qui ne va pas être content d'un produit, qui ne va pas être content sur une facette ou sur l'éthique par exemple de l'entreprise et qui va commencer à créer un mini débat sur les réseaux sociaux. Eh bien la plateforme va permettre de pouvoir détecter rapidement le fait que le community manager, le modérateur, doit instantanément intervenir, jouer justement de son rôle de modérateur pour pouvoir continuer à travailler l'ADN de la marque et faire en sorte d'éviter une communication de crise. J'ai travaillé notamment des fois avec des community managers chez Lunch Garden, comment la plateforme ils utilisent aussi au-dessus le temps de midi pour être sûr qu'il ne va pas y avoir un plat, un mécontentement trop important qui pourrait générer très rapidement sur Twitter, sur Facebook, un bad buzz et du coup embarquer la marque dans un autre dépatouillement. Alors il y a également le crowdsourcing de contenu pour venir alimenter les différentes présences sociales. Vraiment, c'est de la curation de contenu qui va permettre aussi de pouvoir gérer votre bibliothèque de contenu et pouvoir avoir vraiment de la matière, avoir vraiment une bibliothèque de contenu qui va alimenter vos différentes présences sociales pour pouvoir toucher vos cibles, avoir des points de contact plus importants. Excusez-moi, crowdsourcing, vous pouvez expliquer ? C'est de la curation, donc ça va être le fait d'aller chercher de l'information à différents endroits sur la toile internet et de pouvoir les centraliser au sein de la plateforme. Voilà. Donc il n'y a plus une bibliothèque avec 25 sites sur lesquels vous devez aller. Vous allez chercher sur Pinterest des visuels, vous allez chercher des articles qui vous intéressent, vous allez chercher des posts d'inspiration qui sont faits par la concurrence. Vous ramenez tout ça. Alors je ne dis pas de reposter ce que la concurrence a fait. On peut avoir une rubrique qui est les bonnes pratiques de mon concurrent direct. Si je vois que tous les lundis matins, il envoie des offres commerciales, tous les vendredis, c'est plutôt une touche d'humour, et je peux identifier les bonnes pratiques du calendrier éditorial de mon concurrent, je suis plus en mesure après de pouvoir adapter de mon côté une communication qui va, de mon côté, créer aussi de l'engagement. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Et les outils dont je vous parle permettent aussi justement de pouvoir faire des recherches sur la concurrence et de voir quels sont les posts qui ont créé le plus d'engagement. Pas le plus de likes, mais le plus d'engagement. Donc c'est fort intéressant. Et puis, un autre élément aussi de cette analyse, de cette première étape, finalement c'est un peu comme chez le médecin, de cette anamnèse, on va un peu à 360 regarder ce qui se dit sur nous partout, pouvoir identifier des profils plus pertinents, en particulier des micro-influenceurs à fort potentiel. Un micro-influenceur aujourd'hui, c'est simplement quelqu'un qui a moins de 10 000 abonnés sur son compte, quel qu'il soit. Donc c'est assez incroyable. Un micro-influenceur aujourd'hui, je pense que c'est les nouveaux annonceurs déjà d'aujourd'hui, les nouveaux annonceurs de demain. On parle énormément de marketing d'influence. Allez voir un petit peu Snapchat, allez voir un petit peu les influenceurs, comment ils positionnent et ils arrivent à pénétrer des nouveaux produits sur le marché. C'est assez incroyable. Et donc les marques l'ont très très bien compris. Une personne qui a un bon taux d'engagement, en dessous de 10 000 followers, eh bien, il devient un micro-influenceur parce qu'il va justement pouvoir dégager à sa tribu
à son audience eh bien, les bons messages qui généralement, si je suis déjà une personne, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que mon message soit entendu et peut-être que ses répercussions en termes justement de vente ou de notoriété seront meilleures. Un autre élément que j'aime beaucoup et qui a vraiment cet temps fort en fonction aussi des saisonnalités, c'est les pop-up stores. Je ne sais pas si vous en avez déjà visité. Le drive-to-store humanisé se met en place grâce au pop-up store. Je ne sais pas, justement, c'est la période un petit peu propice, Noël. Je sais qu'à Namur, j'en ai visité 1 ou 2 l'année dernière. Ça se fait souvent beaucoup dans le milieu de la décoration, beaucoup dans le milieu du vintage, beaucoup des fois dans le fait de pouvoir mêler 2 univers. C'est fort intéressant. Et donc, une statistique assez intéressante, 38% des consommateurs interrogés préfèrent avoir une interaction avec un vendeur pour réaliser leur achat. Statistique encore super intéressante au jour d'aujourd'hui, et vous avez des marques qui déploient des annexes à leur magasin, à leur boutique assez intéressantes. J'ai notamment rencontré des responsables de syndicats d'initiative ou des responsables d'office du tourisme il y a quelques semaines qui aujourd'hui va encore, lorsqu'il va visiter une nouvelle ville, va chercher le plan à l'office du tourisme ou au syndicat d'initiative. En tout cas, moi personnellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans un syndicat d'initiative. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti pas un pop-up store, mais ils se sont un peu inspirés des food trucks itinérants qui permettent d'aller positionner de la bouffe de l'alimentation d'une certaine culture ou d'un certain concept. Eh bien, ils ont sorti des infotrucks. Voilà, un petit van aménagé de manière, sans devoir faire trop de budget et de manière itinérante. Ils ont été se positionner à des zones de chalandise pour justement pouvoir arriver sur le parcours du client, du voyageur, du touriste, de l'expatrié, pour pouvoir proposer toute une série de services. Et je trouvais que c'était vraiment malin. 82% des consommateurs français estiment que le fait de toucher et essayer un produit est un réel plaisir. On en parlait en introduction, le marketing à toutes les sauces. On est en plein dans le marketing sensoriel, évidemment, le marketing des sens. Toucher et essayer un produit, c'est ce que certaines marques encore arrivent à faire de manière formidable aujourd'hui, avec justement le fait de pouvoir intégrer ces process. Alors ici, quelques exemples du plus, on va dire du plus dingue, où Nike avait carrément repositionné son point de vente comme la boîte à chaussures, avec des éclairages LED, etc. C'était assez extraordinaire. Et ils ont des points après de communication, des axes de communication extraordinaires. Et alors après, tout simplement, des aménagements de boutiques qui vont peut-être présenter une nouvelle gamme, une nouvelle offre de manière plus précise. Alors tout est possible et imaginable pour réenchanter l'acte d'achat. Ce qui est souvent intéressant aussi, c'est de revenir avec des choses un peu basiques. Et même pour les commerces de produits, pouvoir intégrer des services. On a ça énormément, on le voit avec Brico, on le voit avec Hubo, on le voit, je l'ai vu récemment avec Ritual, qui a réussi à créer toute une série d'activités connexes dans son point de vente et qui, évidemment, ont fédéré une audience assez importante. Généralement, un petit peu dans l'état que Sébastien nous a mis tantôt quand il a terminé sa présentation, eh bien, si on est attiré par le zen, si on est attiré par la relaxation, etc., mes besoins en information, mes besoins en centre d'intérêt vont généralement graviter autour de la même sphère. Et donc Ritual avait mis en place toute une série d'ateliers dans la boutique, des cours de yoga, tous des éléments pour utiliser des produits, des collaborations avec des micro-influenceurs. Et ça avait vraiment donné une dynamique dans le point de vente assez incroyable. Et on sort complètement de Ritual qui vend ses produits, ses crèmes, ses mousses et ses diffuseurs ou ses bougies. On a vraiment un autre contact avec la marque et on peut aussi échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que soi. Alors on a plein d'activités possibles, les ateliers bien-être, les rendez-vous bricolage pour les amoureux du bricolage, et puis une dernière chose aussi, les zones spécialement créées pour flâner. On a ça dans les structures des fois un petit peu plus grandes comme Ikea ou d'autres zones qui proposent pas mal de choses pour les parents et les enfants. Pas besoin de vous annoncer à qui nous avons affaire sur ce slide. Ça parle de soi-même.
Un des exemples les plus cités, Apple, évidemment. Mais comment font-ils? Alors je trouve qu'en termes d'expérience justement utilisateur, en termes de minimalisme et même en termes de design d'expérience, je pense que ça reste une marque encore au top et qui a beaucoup à nous apprendre. J'ai pas pris comme exemple, si vous le remarquez, pas les pop-up stores, les Apple Store. Les Apple Store, on est évidemment dans des investissements qui sont totalement autres. On a la partie aussi bâtiment qui va vraiment agir de manière assez incroyable dans la psychologie du consommateur. J'ai pris des points de vente dans lesquels je travaille avec des équipes de vente. J'étais encore récemment dans une succursale de MediaMarkt Saturn à Luxembourg il y a quelques jours pour être justement au contact des clients et voir un petit peu comment les équipes de vente travaillent dans les points de vente. Et je trouve que c'est assez incroyable la manière dont est pensée l'expérience utilisateur et l'expérience collaborateur. Pour vous donner 2-3 exemples, les personnes qui travaillent chez Apple, par exemple, vont être engagées sur une envie forte, sur une passion forte, et pas forcément en étant les génies de l'informatique. Vous retrouverez très très souvent des collaborateurs chez Apple qui vont être passionnés par la photo, passionnés par le voyage, passionnés par la vidéo, et qui vont pouvoir transmettre leur passion à quelqu'un qui va être attiré par les mêmes centres d'intérêt. Et donc on ne va pas être sur une communication produit, on va être sur une communication d'expérience. D'ailleurs, on le dit très souvent aux vendeurs chez Apple, leur rôle premier n'est pas de vendre. Vous allez me dire, ah mais c'est pas possible, c'est du mensonge. Le rôle premier d'un vendeur chez Apple est de vous simplement d'identifier vos besoins et d'essayer de vous positionner dans la bonne gamme, dans la bonne famille de produits. Si éventuellement on peut aller plus loin, évidemment le vendeur in fine sera de faire une vente, mais ce n'est pas la mission première et ça change en tout cas toute la relation qu'on va avoir avec les clients. Et moi, dans les différents endroits dans lesquels j'ai travaillé, c'est assez incroyable, même en termes justement d'humanité, le fait, les informations qui vont être remontées et l'échange qu'on va pouvoir avoir avec des clients. Les magasins, un laboratoire pour observer les comportements et tester l'expérience utilisateur. Évidemment, les vendeurs vont être eux-mêmes aussi, à un moment donné, les cobayes, puisqu'ils vont devoir se soumettre à la politique d'Apple. Mais en tout cas, on va pouvoir remonter énormément d'informations. On va pouvoir remonter énormément d'insights, comme on dit en marketing, qui vont permettre après de pouvoir positionner des offres commerciales qui auront beaucoup plus de sens et qui vont parler à une audience bien précise. Alors, une autre quote de Joël Pla, qui est un expert aussi Apple, c'est une véritable révolution dans le rapport qu'Apple instaure avec ses clients et ses collaborateurs. Je vous invite en tout cas à faire une fois le test pour ceux qui n'y ont jamais été, c'est assez incroyable. Alors, un autre élément aussi évidemment chez Apple, on n'a plus la linéarité des rayons, ce qui va positionner aussi un parcours où on va tourner autour des tables, on va être en connexion, on va de nouveau être, on va avoir tous les modèles, on a peu de gamme aussi, on a peu de choix, et on va pouvoir vraiment toucher, on va pouvoir tester et éventuellement même avoir toute une série de démos bien précises sur les nouveaux produits qui sortent. Et donc, comme je vous le disais avant, Apple a un design d'expérience assez global. C'est vraiment une marque dans laquelle on peut aller chercher vraiment des bonnes pratiques. Il n'y a pas besoin toujours d'avoir des moyens conséquents et onéreux. On peut reprendre des fois des bonnes pratiques pour tous ceux qui peut-être ont une boutique ou travaillent avec des collaborateurs retail. Alors un autre point, on parle souvent des tendances. Alors c'est un mot qui est, je trouve, assez galvaudé. Quand on parle de tendance, on est toujours sur du futur. On parle toujours, tiens, les tendances de 2020, les tendances de 2021, et puis subitement, on voit que les codes couleurs, les chartes, les messages, tout est en train de changer. Je trouve que c'est prendre un petit peu le problème à l'envers, car les tendances, c'est maintenant. Quand on va déjà chercher plus tard ce qui va se passer, on a déjà perdu toute une série d'éléments. Les tendances, c'est aussi les attentes du moment. C'est pouvoir jouer de nouveau sur ce besoin en information et sur les centres d'intérêt des cibles pour pouvoir les toucher de manière beaucoup plus précise, avec un message personnalisé. Donc,
un conseil aussi pour être vigilant. On a toujours ces articles de blog qui tournent dans tous les sens, les 5 tendances pour. Soyez vigilants à ce que le contenu et les informations soient autant pertinentes que ce qui vous a fait cliquer sur le titre. Une marque championne de l'expérience utilisateur, Mini, qui a fait un partenariat cet été avec Airbnb. Assez incroyable comme fusion, non? L'invitation au Mini Trip. Alors, je peux vous en parler parce que je l'ai testé. Je n'ai pas travaillé avec Mini, mais en tout cas, j'ai testé leur promesse de pouvoir louer la voiture pour 2 jours avec un van qui se déplie en 2 temps 3 mouvements type Quechua et pouvoir, du coup, le reste est finalement lié à mon envie de liberté, à mon envie de bouger. Et je vous avoue avoir vécu vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors j'ai fait ma réservation comme si j'étais chez un particulier. 10 quarts pour 2 dates, c'est un screen que j'ai pris il y a quelques jours, donc il n'y a plus de possibilité de louer la voiture, mais je ne serais pas étonné qu'ils réitèrent l'opération à l'été prochain, tellement elle a eu du succès. Et donc mon expérience a commencé par la réservation de nuitée dans ce fameux van où j'allais partir. Je pense que c'était la promotion, c'était 1 nuit et 2 jours. Et donc, concept global et formidable outil de marketing expérientiel, puisque mon expérience a directement démarré chez le concessionnaire, qui était là, qui m'attendait avec un petit déjeuner. Alors ça restait très simple, hein, évidemment, c'était style des cracottes, du Nutella et une bouteille de jus d'orange, mais en soi, l'attention, en tout cas, a fait en sorte que directement, j'ai embarqué dans cette philosophie, dans cet esprit un petit peu du voyage, et c'était vraiment assez incroyable. Vous voyez que je n'ai pas l'air très malheureux, j'avais les cheveux un petit peu plus longs. Alors une tente ingénieuse et super pratique, comme je vous l'ai dit, tout était vraiment bien pensé. Il y avait le côté non seulement de la sécurité, le côté de la vitesse, le côté législatif, le fait de bouger d'un pays à un autre, les papiers, enfin vraiment tout était orchestré de manière à vous mettre dans une position assez confortable. Je ne sais plus combien de kilomètres j'ai fait sur le week-end, mais j'ai voyagé, j'ai fait le tour, je suis monté jusqu'à la côte et je me suis arrêté dans 3-4 villes comme ça. C'était vraiment assez incroyable. Et puis, je ne suis pas un amoureux d'automobile, mais c'était un plaisir de pouvoir tester une nouvelle voiture. Il y avait aussi ce côté aussi comment prolonger l'expérience automobile à travers justement un concept assez incroyable. Je pense que l'équipe de communication qui a pensé à ça a quand même bien dû se remuer les ménages. J'aurais bien aimé participer à leur briefing, car je trouve que c'est vraiment des marques qui sont dans l'air du temps, qui sont actuelles et qui permettent justement de construire un réel dialogue avec la marque. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça déclenche un achat à court terme? Non, mais en tout cas, je suis en train de vous parler de Mini. J'en ai parlé à tous mes amis, et peut-être encore avec justement des billes dans les yeux quand je leur en ai parlé, tellement l'expérience a été extraordinaire. Je me suis retrouvé dans un champ près de Bruges, à Dam exactement, où j'ai passé la nuit là-bas. C'était vraiment extraordinaire. Voilà. Alors ensuite, c'est à vous d'inventer l'aventure qui va avec. Imaginez les pistes de communication sur les réseaux sociaux, imaginez les retours en information, imaginez les photos qui ont été véhiculées. C'était assez incroyable. Voilà. Alors après, c'est des voyages des photos comme on les a déjà certainement tous vues, mais le fait de les avoir vécues avec la Mini, c'était un plus. Alors quand on parle d'expérience client, on a toujours 3 éléments qui s'intermêlent. Le parcours vécu, l'engagement dans la marque et les points de contact. Jeff Bezos nous dit pour Amazon que l'expérience Amazon, elle commence quand on fait la réservation sur le site et elle se termine quand je déballe, quand j'ouvre le paquet. Imaginez un petit peu tous les éléments sur lesquels Amazon va travailler. Ce n'est pas pour rien que globalement les taux de satisfaction, les témoignages sont assez incroyables. C'est le parcours vécu et l'information qu'on va tenir à jour sur le fait de pouvoir commander un article, des fois le jour même, et l'avoir le lendemain si on a mis un petit peu la main au portefeuille pour participer à Amazon Premium. Simon Prestige de chez Nike Angleterre nous dit l'engagement dans la marque. Nike fait quasiment plus de publicité, ils n'ont plus besoin de notoriété, nous devons faire partie de la vie des gens et le digital nous le permet. Alors ça fait un petit peu ésotérique comme ça comme formule, mais Steve Jobs nous servait déjà cette sauce-là il y a
plus d'une dizaine d'années où il nous disait Apple simplifie la vie de ses utilisateurs. Et c'est vrai, quand vous parlez aux utilisateurs Apple, beaucoup ne vont pas vous parler du produit, ils ne vont pas vous parler des performances de l'outil, on ne va pas parler de gigaram, de disque dur, de CPU, etc. On va vraiment parler Apple me permet de vivre ça. Et je pense que quand une marque arrive à instaurer des témoignages comme ça, il y a un réel travail, il y a une réelle plus-value, c'est assez incroyable. Et les points de contact, très important les points de contact, qu'ils soient offline ou online. Ici c'est Temkin Group, c'est un groupe que je ne connais pas. L'expérience client et la perception que les clients ont des interactions avec une entreprise, de nouveau, la recommandation. Et un autre élément très important aussi, l'économie de réputation, où des marques arrivent véritablement à travailler ce point fort important, l'économie de réputation, comment on va parler de la marque, de ses produits, de ses collaborateurs, de tous les points de contact qu'on peut avoir avec elle. Ce sera tous des axes sur lesquels on pourra communiquer ensuite. Tout le monde connaît l'exemple d'Amazon Go ? Non ? Alors justement, ça me fait plaisir si vous ne connaissez pas, parce qu'au moins je ne montrerai pas une vidéo que vous avez tous déjà vue. Je vais vous la lancer ici. Amazon Go, c'est un magasin qui a éclos il y a quelques années à Seattle, le premier magasin sans caisse. Il n'y a plus, alors on va dire, il n'y a plus visiblement personne qui travaille dans le magasin. Visiblement, on rentre dans le magasin, il n'y a plus le processus de caisse. C'est le son de mon ordinateur ? Ah ouais. Just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Donc vous voyez, vous prenez les articles. Welcome to Amazon Go. C'est bourré de technologie. C'est le smartphone qui va faire office de la caisse. Alors les tests ont déjà été faits par toute une série de youtubeurs. Oui, mais je prends un article, je le remets. Qu'est-ce qui se passe? La technologie va prendre en compte, voilà. Non, je décide de le remettre. OK, c'est annulé de votre panier d'achat. C'est par analyse vidéo. Je vais vous l'expliquer après. Voilà, deep learning, capteur, senseur. 55 magasins aux États-Unis pour le moment qui sont ouverts. On parlait des générations X, Y, Z. Imaginez un petit peu dans une vie trépidante comme elle peut être vécue aux États-Unis, le fait de pouvoir rentrer dans un magasin, aller chercher son sandwich, aller prendre sa boisson, son 4 heures, ressortir et c'est terminé. Moi, honnêtement, le jour où un magasin sort comme ça à Namur ou à Bruxelles, je suis le premier à aller dedans sur mon temps de midi parce que ce sera une demi-heure de plus avec mes collaborateurs, une demi-heure de plus au téléphone avec ma chérie ou que sais-je, aller une demi-heure au parc. Je trouve que c'est assez incroyable. Tellement incroyable que j'ai justement été voir un petit peu l'actualité par rapport à Amazon Go en me disant que se passe-t-il à propos de cette entreprise. Ils sont justement en train, dans leur business model, de vouloir vendre la technologie. Vous me parliez de technologie, elle est tellement complexe, elle est tellement justement, elle va aller justement dans le deep learning, machine learning, tous les éléments de technologie aujourd'hui que Amazon Go a décidé, c'est sur le point d'être confirmé, il faudrait surveiller l'actualité, mais ils vont essayer de vendre cette technologie-là. Donc je pense que on parlait justement des tendances, elles sont déjà là. Alors un autre élément ici, et il me reste quelques minutes, ça passe très très vite. Je pensais que justement je manquerais de temps, mais justement c'est un petit peu ça. Sur base de ce concept, il y a un décathlon à San Francisco qui est incubé depuis 3 ans par différentes équipes et qui essaye de proposer, de voir la viabilité d'un concept qui serait un décathlon sans caisse. Ouais, un décathlon sans caisse. Imaginez un petit peu, j'ai travaillé moi pour Carrefour cet été. Le travail d'un réassortisseur, on ne s'en rend pas toujours compte, mais aujourd'hui, le jour où le retail demain sortira une technologie qui permettra de faire simplement un facing et une rotation de manière automatisable, je pense que le retail va être totalement chamboulé et révolutionné. On a fait la réimplantation de rayons cet été, les surgelés, l'épicerie, vous devez scanner à l'œil nu des milliers d'articles et vous devez reproduire ça tous les jours.
en plus du travail de l'équipe, en plus d'une liste de tâches à faire, c'est pas étonnant que le réassortisseur, à un moment donné, dans sa courbe du changement, il est complètement là et on va retrouver des périmés, on va retrouver des articles qui seront plus vendables. Très intéressant aussi, la vidéo est en anglais et on terminera par cette vidéo. Désolé pour le son, je pensais que ça ressortirait sur les baffles. Decathlon is a large sports retailer, very popular in Europe. Actually, the company started in France. We came to the US in December and opened up our first lab store in San Francisco. Since we're so new, we're developing all of our own software and logistics in-house. For the first couple months, all of our inventory is being taken by hand. It's very time-consuming and open to a lot of human error. Excusez-moi pour le petit. On va reprendre ici. Donc globalement, ce sera un robot qui va faire un petit peu le travail du réassortisseur et qui va pouvoir, avec 2-3 éléments de senseurs, de capteurs, pouvoir identifier tous les éléments dans le magasin qui sont manquants. Un petit peu comme dans Retail, une RAO qui va permettre de me dire informatiquement mon stock et les produits qui ont été vendus. Derrière, je devrais avoir une manipulation humaine. Et bien, le magasin va pouvoir permettre au réassortisseur d'accompagner les clients dans leur parcours d'achat, sachant que très rapidement, Decathlon s'est spécialisé. Vous avez des responsables de rayon par sport, et un petit peu comme chez Apple où on va chercher des créatifs, chez Decathlon on va chercher des sportifs qui vont justement pouvoir développer la valeur conseil, la valeur accompagnement. Et là, on voit aussi comment la technologie repositionne la responsabilité des équipes commerciales, du dynamisme commercial. Et je serais vraiment très étonné de voir ces technologies arriver en Europe incessamment sous peu. Alors on a l'objectif d'accompagnement, on a l'objectif aussi évidemment de rentabilité, puisque à travers ça, l'objectif de la marque sera d'augmenter le panier moyen évidemment du prospect par la valeur de l'accompagnement, de pouvoir décupler des ventes complémentaires, du conseil, etc. Donc, la machine va pouvoir aussi identifier non seulement les produits manquants, mais les tailles manquantes en fonction des produits qui ont été les plus vendus, et donc des fois de ressortir des éléments qui seront du prédictif. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, merci pour votre écoute.